Nous sommes maintenant avec Thomas qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que je pensais pas être pris en direct. Eh ben voyez, voilà, vous l'êtes. Allez-y Thomas, allez-y. Merci. D'abord, je voulais vous remercier Monsieur Asselineau à titre personnel parce que vous, depuis que je vous connais, en fait, vous m'avez beaucoup éclairé sur la politique, sur l'économie, sur la finance. Pour moi, à titre personnel, vous êtes quelqu'un de très bien. Vous êtes un homme d'État. Vous êtes quelqu'un d'intelligent vous êtes droit dans vos bottes. Je vous ai écouté avec Béchade. C'est vraiment des émissions excellentes. Thomas, on a beaucoup de gens, c'est très bien de dire du bien de Monsieur Asselineau, vous avez raison, mais posez votre question, allez-y. Je voulais savoir, Monsieur Asselineau, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec la Russie, qu'on ne parle pas, mais qui, je pense, est un enjeu majeur pour la France, et puis pour ma gamine aussi, pour les enfants. Voilà, qu'est-ce que vous pensez des conflits en ce moment dont on parle très peu avec la Russie ? Alors, merci à cet auditeur, merci pour les compliments, font toujours plaisir. Vous avez, la question qui est posée est absolument fondamentale. Il s'agit de la guerre mondiale. Et actuellement, personne n'en parle. Dans cette guerre mondiale, comme vous y allez. C'est un risque. Enfin, le risque en question, c'est ça. Les auditeurs ne le savent pas forcément, mais nous avons eu au cours des semaines écoulées, à 24 heures d'intervalle, des chasseurs français, même un groupe de 3 avions, partis de France qui patrouillaient en mer Noire à quelques kilomètres de la frontière de la Russie et de la Crimée. Qu'est-ce qu'on dirait, nous, s'il y avait, à quelques kilomètres de la Corse ou de l'île Longue, vous savez, dans le Finistère, où il y a la base des sous-marins lanceurs d'engins, s'il y avait à quelques kilomètres des escouades d'avions russes. Bon, les avions ont été raccompagnés en dehors de l'espace aérien russe. Mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? Je rappelle aussi qu'on a une base militaire en Estonie, avec donc du matériel militaire qui est à 200 kilomètres de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qu'on dirait si les Russes avaient une base militaire à Andorre, avec à 150 kilomètres de Toulouse? Bon, et ça, c'est notre appartenance. Là aussi, je suis désolé de le redire, mais notre appartenance à l'Union européenne, dont l'article 42 du traité de l'Union européenne nous place sous l'autorité de l'OTAN. Nous sommes actuellement, dans le cadre de l'OTAN, nous sommes ligotés par la géopolitique américaine. Or, les États-Unis, vous savez, c'est un tigre blessé, comme disent les Chinois. Les États-Unis ont peur, ils ont raison d'avoir peur, de perdre le leadership mondial au XXIe siècle. Ils sont d'ailleurs en train de le perdre, notamment au profit de la Chine. Et les États-Unis, et notamment l'État profond aux États-Unis, le complexe militaro-industriel, etc., qui est derrière, voilà, eh bien, eux, ils ont une politique de plus en plus agressive sur la Russie. Bon, là, je vois que Poutine a fait des propositions pour demander à l'OTAN de ne pas intégrer l'Ukraine. J'ai vu aussitôt que l'Union européenne, qui s'est rangée évidemment directement derrière les États-Unis, ont dit que c'était inacceptable. Mais est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Si vous regardez une carte du monde avec les bases militaires américaines, elles encerclent toute la Russie. Qu'est-ce qu'on dirait les Américains si tous les États-Unis étaient encerclés par des bases russes au Canada, au Mexique, alors, pardon, François Asselineau, mais il y a qu'une contradiction je ne parle pas seulement dans votre raisonnement. C'est que vous dites vous-même, et avec raison, que le tigre blessé américain, disons, etc., aujourd'hui, c'est la Chine, quand même, qui menace véritablement l'omniprésence. Or, en même temps, vous dites, ils sont concentrés sur la Russie. Mais la Russie ils sont également sur la Russie, mais sur la Chine. La France également a participé. On envoie des croiseurs entre Taïwan et la Chine continentale. Écoutez, moi, j'ai accompagné Jacques Chirac en 1996 en Chine. Il a été reçu par Jiang Zemin, c'était l'antéprédécesseur de l'actuel président Xi Jinping. La première chose que disent les plus hautes autorités chinoises, le Tianzi, le fils du ciel, comme on dirait en chinois, il a dit à Chirac, je suis heureux de recevoir quelqu'un qui est le digne héritier du président Charles de Gaulle, qui a eu la prescience de reconnaître la République populaire de Chine dès 1964. De Gaulle nous a laissé un patrimoine géopolitique génial. Il s'était mis bien avec la Russie, l'URSS. C'était pas qu'il était devenu communiste. Il avait reconnu la Chine populaire de Mao Tse-tung. C'était pas qu'il était devenu maoïste. C'est qu'il avait fait une politique qui est ancestrale, qui remonte à François Ier avec le Soliman le Magnifique, qui est la politique des contre-pouvoirs. Pour empêcher pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire le pays des hommes libres, étymologiquement, que la France reste une puissance d'équilibre, il fallait avoir
un contre-pouvoir contre l'écrasante puissance américaine en ayant des liens d'amitié et de coopération avec la Chine populaire et avec la Russie. Et c'est ça que nous devons faire. Or, malheureusement, par notre appartenance à l'Union européenne, par notre appartenance à l'OTAN, Sarkozy a fait rentrer la France pleinement, y compris dans le commandement militaire, alors que De Gaulle avait fait sortir du commandement militaire, et puis aussi par la pusillanimité de nos dirigeants, pour ne pas dire leur méconnaissance de l'histoire, en fait, et puis que ce sont des gens qui, en fait, ne représentent pas les intérêts de la France. Monsieur Macron, j'estime, ne représente pas les intérêts du peuple français. Il représente les intérêts d'une oligarchie qui l'a fait élire. Eh bien, nous sommes en train de dilapider l'héritage géopolitique de De Gaulle, et ça risque de nous entraîner, et votre auditeur a raison, moi je suis inquiet sur ces questions. Et ce sont vraiment des sujets fondamentaux qui doivent être l'objet d'une discussion approfondie pendant une campagne présidentielle. Deux choses. Et ça, c'est vrai qu'on devrait beaucoup plus parler de ça, mais comme toujours, la politique étrangère vient en second plan, et ce n'est pas... Jusqu'au jour où ça se transforme en guerre. Hein. Juste au jour, espérons pas, mais c'est vrai que le risque est là. Simplement, c'est parce que Macron a dit lui-même que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Voilà. Il l'a pas dit il y a si longtemps. Et puis deuxièmement, et surtout, quand je regardais c'est intéressant, vous avez vu, c'est votre fiche Wikipédia, qui est ce qu'elle est. Les fiches Wikipédia, on sait comment, effectivement, elles sont faites. Mais enfin, on vous accuse beaucoup d'être violemment anti-américain, de façon extrêmement, je dirais pas hystérique, mais presque, etc. Est-ce que c'est le cas? Non, alors d'abord, non, je n'ai rien, enfin, je ne sais pas, je ne pense pas être hystérique. Je me ferais assez volontiers à mienne ce propos de Gaulle qui avait dit les Américains devraient comprendre que le meilleur allié, c'est celui qui sait leur dire non. Lorsque De Gaulle, en 1964, a reconnu la République populaire de Chine, il a été traîné plus bas que terre, puisque les Américains interdisaient à tous les pays occidentaux de reconnaître le régime de Mao. Et pourtant, alors que Nixon l'a reconnu 6 ans après. Et, voilà. Et après ça, d'ailleurs, Nixon, lorsque De Gaulle est mort, Nixon a fait un éloge extraordinaire sur De Gaulle en disant que c'était quelqu'un qui avait porté au plus haut ce qui était un homme d'État qui défendait les intérêts de sa propre nation. Voilà. Si vous voulez, lorsque Macron décédera, je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup d'éloges, parce qu'il est considéré dans tous les pays du monde entier comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, tout simplement, voilà, et qui n'a aucune vision géopolitique, qui dit tout et n'importe quoi. J'insiste aussi sur d'autre phénomène, c'est que, vous savez, on parle beaucoup d'énergie en ce moment. Bon, la Chine vient de mettre au point, c'est une percée technique fabuleuse. Ils ont fait fonctionner une espèce de mini-soleil pendant 15 minutes. Vous savez, cette fameuse, c'est le Graal que l'on cherche, la fusion. Voilà. La fameuse fusion atomique. Ils y sont parvenus pendant 15 minutes. Alors, c'est encore des balbutiements, mais ils sont les premiers. Et ce truc se fonctionne dans le cadre du réseau international avec ITER. Donc, la France a des intérêts sur des sujets absolument fondamentaux comme l'énergie avec la Chine. Moi, j'ai négocié quand j'étais aux affaires, quand je m'occupais des questions chinoises, notamment au commerce extérieur et ensuite auprès d'Hervé de Charette, aux affaires étrangères, la construction de Daya B2, c'était des centrales nucléaires de fabrication française en Chine. Et nous avions une excellente coopération franco-chinoise. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales et qui ne cadrent pas avec la volonté que l'on a maintenant de faire de la Chine ou de la Russie des ennemis. Ce sont des pays dont il faut se méfier, comme de tout pays étranger d'ailleurs, mais il faut, tout en restant, bien sûr, en défendant nos intérêts nationaux, il faut quand même avoir des relations d'amitié et de coopération avec